Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 6 mois, quand j'ai pris la décision la plus radicale de ma vie. Faire semblant d'être un SDF pendant un mois entier pour découvrir qui était vraiment mon fils quand il pensait que personne ne regardait. Pendant 35 ans, j'ai cru avoir élevé un homme bien, un fils intègre, bienveillant, avec des valeurs solides que sa mère et moi lui avions inculquées depuis l'enfance. Je me trompais, complètement. Ce que j'ai découvert m'a détruit de l'intérieur, mais m'a aussi libéré d'une illusion qui me rongeait depuis des années. Si cette histoire vous bouleverse, autant qu'elle continue de me hanter chaque nuit, n'hésitez pas à vous abonner à Les Conseils de Papy et dites-moi en commentaire de quelle ville vous arrive cette histoire qui va peut-être changer votre vision de la famille pour toujours. Mon nom est Henri Dubois, et pendant 40 ans, j'ai construit pierre par pierre un empire gastronomique qui fait aujourd'hui ma fierté et ma fortune. 3 restaurants étoilés à Paris, 2 établissements renommés à Lyon, une chaîne de boulangeries artisanales qui s'étend maintenant dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une fortune estimée à plus de 8 millions d'euros, construite à la sueur de mon front, dans l'espoir de laisser quelque chose de durable à mon fils unique. Tout a commencé avec un petit bistrot miteux que j'ai ouvert à 25 ans dans le 13e arrondissement de Paris. Un local de 15 mètres carrés, des murs lépreux, des tables dépareillées achetées aux puces de Clignancourt. Je travaillais 18 heures par jour, 7 jours sur 7, dormant parfois sur un matelas posé derrière le comptoir quand je n'avais pas les moyens de payer un loyer. Mes mains étaient couvertes de brûlures, mon dos me faisait souffrir le martyre, mais j'avais un rêve, créer quelque chose de beau pour celui qui n'était encore qu'un projet dans le cœur de sa mère. Lucas est né quand j'avais 33 ans, à une époque où mes affaires commençaient enfin à prospérer. Ma femme Brigitte et moi l'avons élevé avec tout l'amour du monde, mais surtout avec des principes que nous pensions inébranlables. Je me souviens encore de ses 8 ans quand il avait trouvé un portefeuille dans la rue contenant 200 euros. Sans hésiter, il était venu me voir en courant. « Papa, on doit le rendre, cette personne doit être très inquiète. » Nous avions passé l'après-midi à chercher le propriétaire, et quand nous l'avions trouvé, un retraité qui pleurait de soulagement, Lucas avait refusé la récompense que l'homme voulait lui donner. « C'est normal d'aider les gens », avait-il dit avec cette simplicité touchante de l'enfance. À 12 ans, il ramassait des pièces de sa tirelire pour les donner aux associations caritatives que sa mère soutenait. À 15 ans, il faisait du bénévolat dans une maison de retraite tous les mercredis après-midi, lisant des livres aux résidents qui n'avaient plus de famille. À 18 ans, quand un de ses camarades de lycée traversait une période difficile après le divorce de ses parents, Lucas l'avait invité à passer toutes ses vacances d'été chez nous, sans même nous demander la permission au préalable. Il n'avait nulle part où aller, nous avait-il expliqué, et bien sûr nous avions accepté. Brigitte et moi échangions souvent des regards complices en observant notre fils. Nous étions fiers. Fiers d'avoir réussi à élever un jeune homme qui semblait comprendre instinctivement que la vraie richesse se mesure à la générosité qu'on peut offrir aux autres. Quand il a rencontré Sylvie à l'université, nous avons tout de suite su qu'elle était la femme de sa vie. Elle partageait ses valeurs, sa douceur, sa façon spontanée d'aider son prochain sans attendre de retour. Leur mariage a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Lucas était rayonnant dans son costume. Sylvie resplendissait dans la robe de mariée que Brigitte avait portée 30 ans plus tôt. Dans son discours, mon fils avait dit « Mes parents m'ont appris que l'amour ne se limite pas à la famille qu'on se choisit, mais s'étend à tous ceux qui croisent notre route et qui ont besoin d'un peu de chaleur humaine. » J'avais pleuré ce jour-là, ému de voir que nos enseignements avaient porté leurs fruits. Quand Sophie est née puis Pierre 2 ans plus tard, Lucas s'est révélé être un père extraordinaire. Je le regardais jouer avec ses enfants dans notre jardin de Neuilly, leur apprendre à nourrir les oiseaux, leur expliquer pourquoi il fallait toujours dire « s'il vous plaît » et « merci aux commerçants ». Il leur racontait des histoires où les héros étaient toujours ceux qui aidèrent les plus faibles, où la méchanceté était toujours punie et la bonté récompensée.
Tout a basculé il y a 5 ans, quand Brigitte est tombée malade. Un cancer du pancréas, diagnostic tardif, pronostic sombre. Les médecins nous ont donné 6 mois. Elle en a vécu 8 mois durant lesquels Lucas s'est montré exemplaire. Il venait la voir tous les jours à l'hôpital, amenait les enfants le week-end, organisait des petites fêtes dans sa chambre pour lui remonter le moral. Il avait même pris un congé sans solde de son cabinet comptable pour être plus présent. Quand Brigitte est morte, Lucas semblait inconsolable. Il a prononcé un discours bouleversant lors des obsèques, racontant comment sa mère lui avait appris que la compassion n'est pas un luxe qu'on s'offre quand tout va bien, mais une nécessité absolue qui nous définit en tant qu'êtres humains. Il m'avait serré dans ses bras ce jour-là, ses larmes coulant sur mon épaule, et m'avait promis « Papa, maintenant nous ne sommes plus que tous les deux. Je ne t'abandonnerai jamais. » Maman ne me le pardonnerait pas. Ces mots résonnent encore dans ma tête aujourd'hui comme la plus cruelle des ironies. 2 semaines après les obsèques, Lucas m'a annoncé qu'il déménageait à Marseille avec sa famille. Son explication semblait cohérente. « J'ai besoin d'un nouveau départ, papa. Tout ici me rappelle maman. Je ne peux pas faire mon deuil si je reste. Tu comprends, n'est-ce pas ?» J'ai compris. Le deuil est un processus complexe. Chacun le vit à sa façon. Certaines personnes ont besoin de changer d'environnement pour pouvoir avancer. J'ai même financé son déménagement et la compte pour sa nouvelle maison. Les premiers mois, notre relation semblait normale. Il m'appelait chaque dimanche soir, comme nous en avions pris l'habitude depuis son adolescence. Nos conversations duraient parfois plus d'1 heure. Il me racontait son nouveau travail dans un cabinet comptable marseillais, l'adaptation des enfants à leur nouvelle école, les progrès de Sylvie, qui avait trouvé un poste d'infirmière dans une clinique privée. Il m'envoyait des photos par WhatsApp, Sophie et Pierre sur la plage, leurs premiers pas dans leur nouvelle maison, des sorties en famille. Puis, progressivement, imperceptiblement, la distance s'est installée. Les appels du dimanche sont devenus bi-hebdomadaires, puis mensuels. Les conversations se sont raccourcies, passant d'1 heure à 30 minutes, puis à 15 minutes de politesse. « Comment ça va, papa ?»« Ça va, et toi ?»« Ça va aussi. Les enfants grandissent bien. Sylvie te passe le bonjour. Embrasse-les pour moi. Promis. Bon, je te laisse, j'ai des choses à faire. » Et il raccrochait. J'ai essayé de proposer des visites. Et si je venais passer un week-end à Marseille? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les petits. Ah, c'est que... En ce moment, c'est compliqué, papa. Sophie a des problèmes à l'école. Elle a besoin de stabilité. Une autre fois, peut-être. D'accord. Alors pourquoi vous ne viendriez pas passer quelques jours à Paris? La maison est si grande maintenant que je suis seul. Tu sais, Pierre fait du sport le week-end maintenant, et Sylvie a pris des gardes supplémentaires. On est vraiment débordés. Mais bientôt, promis. Bientôt n'arrivait jamais. Les fêtes de fin d'année ont été particulièrement douloureuses. Pour la première fois depuis la naissance de Sophie, nous ne les avons pas passées ensemble. On a prévu quelque chose avec les parents de Sylvie, m'avait expliqué Lucas. Tu comprends? Ils n'ont pas vu les enfants depuis longtemps non plus. Je comprenais, mais ça faisait mal. Noël seul dans ma grande maison de Neuilly, avec pour seule compagnie les photos de famille accrochées au mur et les souvenirs qui tournaient en boucle dans ma tête. L'année suivante, la situation s'est encore dégradée. Les appels se sont espacés jusqu'à devenir trimestriels, puis semestriels. Quand j'essayais de le joindre, je tombais sur son répondeur. Il me rappelait parfois 3 jours plus tard, toujours pressé, toujours avec une excuse. « Désolé, papa, j'étais en déplacement. Pardon, j'ai eu une semaine de fou au bureau. Excuse-moi, Pierre était malade, on n'a pas arrêté. » J'ai commencé à comprendre que quelque chose avait fondamentalement changé quand j'ai voulu lui envoyer un cadeau pour les 8 ans de Sophie. J'avais choisi un magnifique vélo rose avec des paillettes, exactement le genre de choses qu'elle adorait quand elle était petite. Quand j'ai appelé pour avoir son adresse exacte, ils avaient déménagé dans un quartier plus chic de Marseille entre-temps. Lucas a semblé agacé. « Papa,
Tu n'es pas obligé d'envoyer des cadeaux à tout bout de champ. On a tout ce qu'il faut ici. Mais c'est son anniversaire, Lucas. Je suis son grand-père. Justement, tu lui avais déjà envoyé quelque chose l'année dernière. Comme si offrir un cadeau d'anniversaire à sa petite fille était un luxe superflu qu'il fallait rationner. La dernière fois que j'ai vu mon fils, c'était il y a exactement 2 ans et 3 mois. Il était arrivé un samedi matin, sans prévenir, avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Surprise, papa. Il m'avait embrassé chaleureusement, m'avait demandé comment j'allais, s'était inquiété de savoir si je mangeais bien, si je ne me sentais pas trop seul. Nous avions passé le week-end ensemble, comme au bon vieux temps. Il m'avait aidé à tailler les rosiers de Brigitte, avait réparé la porte du garage qui grinçait depuis des mois, avait même cuisiné le fameux bœuf bourguignon dont sa mère lui avait transmis la recette secrète. Le dimanche soir, assis dans le salon où nous avions regardé tant de matchs de football ensemble, il m'avait parlé de ses projets. « Tu sais, papa, j'ai une opportunité en or. Un investissement dans l'immobilier marseillais, un projet de résidence de luxe près du Vieux-Port. Les promoteurs cherchent des investisseurs privés et les retours sont garantis, 15% par an minimum. » Ses yeux brillaient d'excitation, comme quand il était enfant et qu'il me parlait d'un nouveau jouet qu'il voulait absolument. « Combien il te faudrait ?» avais-je demandé, déjà conquis par son enthousiasme. 50 000 €. Je sais que c'est beaucoup, mais papa, c'est l'investissement du siècle. En 6 mois, je te rembourse et je garde les bénéfices pour agrandir la maison. Sylvie rêve d'une piscine pour les enfants. Comment aurais-je pu refuser? C'était mon fils, mon unique héritier, et il me proposait de faire fructifier son argent intelligemment. Le lundi matin, nous sommes allés ensemble à ma banque. J'ai fait le virement sous ses yeux, 50 000 € précisément. Il m'a remercié avec des larmes dans les yeux, m'a promis de me tenir au courant de l'évolution du projet semaine après semaine. « Papa, tu ne le regretteras pas. Dans 6 mois, on fêtera ça ensemble avec Sylvie et les enfants. Peut-être même qu'on pourra se payer des vacances tous ensemble, comme avant. » Il est parti le lundi après-midi avec ses belles promesses plein la bouche. Et je ne l'ai jamais revu. Au début, j'ai eu de ses nouvelles régulièrement. Il m'appelait pour me donner des détails sur l'avancement du projet. « Ça se présente très bien, papa. Les autorisations de construire ont été acceptées. On commence les travaux le mois prochain. Puis, petit retard administratif, tu sais ce que c'est. Mais ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Puis, les travaux ont commencé, mais il y a eu quelques complications techniques. Ça va retarder la livraison de quelques mois. » Au bout de 6 mois, quand j'ai demandé des nouvelles de mon remboursement, Lucas a semblé embarrassé. « Écoute, papa, il y a eu des imprévus, des problèmes géologiques sur le terrain. On va devoir renforcer les fondations. Ça coûte plus cher que prévu, mais ça retarde aussi les bénéfices. Donne-moi encore 6 mois. » J'ai accepté. Les affaires, ça peut être compliqué, je le savais mieux que personne. 1 an après, même excuse. 18 mois après, Lucas m'a annoncé la terrible nouvelle. « Papa, je suis désolé, le projet a capoté. Il y a eu des magouilles de la part des promoteurs. Ils ont fait faillite et sont partis avec l'argent des investisseurs. J'ai perdu ma mise, et la tienne aussi. Je suis vraiment navré. » Il avait l'air si sincèrement désolé au téléphone que j'ai avalé sa version sans sourciller. Ces choses-là arrivent dans l'immobilier, malheureusement. Ce n'est qu'aujourd'hui, en repensant à cette conversation, que je réalise à quel point son ton sonnait faux. Comme quelqu'un qui récite un mensonge qu'il a répété 1000 fois dans sa tête pour être sûr de ne pas se tromper. Après cette histoire d'investissement raté, nos relations se sont encore détériorées. Lucas semblait gêné de me parler, comme si ma présence lui rappelait sa dette envers moi. Nos conversations téléphoniques sont devenues de plus en plus espacées et superficielles. « Comment ça va, papa ? »« Ça va, et toi ? » ?»« Ça va. »« Bon, je te laisse, j'ai du travail. » Clic. J'ai essayé de maintenir le lien autrement.
J'envoyais des cartes postales quand je partais en voyage d'affaires, des photos de la maison et du jardin au printemps, des articles de journaux sur des sujets qui l'intéressaient avant. Pas de réponse. J'ai créé un compte Facebook pour suivre sa vie à distance, mais j'ai découvert qu'il m'avait bloqué. Même chose sur Instagram. Pour Noël dernier, j'ai envoyé des cadeaux pour Sophie et Pierre par la poste, avec des lettres personnalisées pour chacun d'eux, dans lesquelles je leur racontais des anecdotes sur leur père quand il était petit. Les cadeaux sont revenus avec la mention « destinataire inconnu » à cette adresse. Ils avaient encore déménagé sans me prévenir. C'est en essayant de les retrouver que j'ai découvert leur nouvelle adresse, dans un quartier encore plus huppé de Marseille. Une villa avec piscine d'une valeur d'au moins 800 000 €. Étrange, pour quelqu'un qui venait de perdre 50 000 € dans un investissement foireux. Il y a 3 mois, j'ai tenté un dernier appel. Je suis tombé sur une voix automatisée. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Lucas avait changé de téléphone sans me donner le nouveau numéro. À ce moment-là, j'ai compris que mon fils m'avait délibérément effacé de sa vie. Cette nuit-là, assis dans le fauteuil où Brigitte tricotait autrefois en regardant les informations, j'ai pris la décision la plus folle de ma vie. J'allais découvrir qui était vraiment devenu mon fils. Pas le Lucas poli et distant qui me parlait au téléphone avec cette voix d'employé de banque. Pas le Lucas qui envoyait des cartes de vœux génériques signées affectueusement Lucas, Sylvie et les enfants. Comme s'il écrivait à un oncle lointain qu'il voit une fois tous les 10 ans. Le vrai Lucas, l'homme qu'il était devenu quand il pensait que personne d'important ne regardait. Le lendemain matin, j'ai appelé Marcel, mon avocat et ami depuis 30 ans. Marcel Rousseau, un homme droit et intelligent qui m'avait accompagné dans tous les tournants importants de ma vie professionnelle et personnelle. Quand je lui ai expliqué mon plan, il a d'abord cru à une plaisanterie. « Henri, tu es sérieux là? Tu veux te déguiser en clochard pour espionner ton propre fils? Marcel, j'ai besoin de savoir qui il est vraiment. S'il est un homme bien qui s'est juste éloigné par pudeur ou par douleur, ou s'il est devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Et s'il s'avère que c'est la deuxième option, alors au moins je connaîtrai la vérité, et je pourrai prendre les décisions qui s'imposent. » Marcel a soupiré longuement avant de répondre. « D'accord. Mais si on fait ça, on le fait bien, professionnellement. » L'idée était complexe mais réalisable. Marcel engagerait un acteur professionnel pour jouer mon rôle pendant mon absence. Quelqu'un qui me ressemblerait suffisamment pour donner le change lors d'éventuels appels téléphoniques ou visites inattendues. Pendant ce temps, je me transformerais complètement et je partirais à Marseille me faire passer pour un SDF pour observer mon fils dans son environnement naturel. « Pourquoi spécifiquement un SDF ?» m'avait demandé Marcel. « Parce que c'est le test ultime du caractère humain, la façon dont quelqu'un traite une personne qui ne peut absolument rien lui apporter en retour, qui n'a aucun pouvoir, aucune influence, aucune utilité sociale. C'est là qu'on voit la vraie nature des gens. » Marcel connaissait le milieu du théâtre parisien pour avoir défendu plusieurs comédiens dans des affaires de droit d'auteur. Il m'a mis en contact avec Philippe Moreau, un acteur de 70 ans, récemment retraité de la Comédie Française. Philippe avait à peu près ma corpulence, ma taille, et surtout cette prestance naturelle qui caractérise les hommes d'affaires prospères. Plus important encore, c'était un professionnel habitué à incarner des personnages complexes pendant des mois. Pendant 2 semaines, Philippe a étudié ma personnalité avec une minutie d'entomologiste. Il a passé des heures à m'observer marcher, parler, gesticuler. Il a appris mes expressions favorites, ma façon de tenir ma tasse de café, mes tics de langage. Il a mémorisé des centaines d'anecdotes sur ma vie, mes affaires, mes relations familiales. Il a étudié des enregistrements de mes conversations téléphoniques avec Lucas pour adopter le même ton, les mêmes intonations. Au bout de 15 jours, la ressemblance était saisissante. Pas physiquement, nous ne nous ressemblions pas vraiment, mais dans la gestuelle, la voix, la présence. Philippe était devenu une version convaincante d'Henri Dubois.
Si votre fils vous appelle, je pourrai tenir une conversation de 20 minutes sans problème, m'avait-il assuré. Au-delà, il faudrait que je raccroche sous un prétexte quelconque. Pendant que Philippe travaillait à devenir moi, je me transformais en Jean Leblanc, 65 ans, ancien ouvrier du bâtiment au chômage de longue durée. Cette métamorphose a nécessité l'intervention d'un professionnel, Sandrine Leroy, maquilleuse et prothésiste pour le cinéma, que Marcel connaissait pour avoir travaillé sur des reconstitutions judiciaires. La transformation a pris 3 heures. D'abord, Sandrine m'a collé une barbe postiche grisonnante, taillée de façon irrégulière pour donner l'impression d'un entretien approximatif. Puis elle m'a posé un dentier jaunâtre amovible qui changeait complètement l'aspect de mon visage et donnait un léger zézaiement à ma voix. Des lentilles de contact colorées ont rendu mes yeux plus ternes, plus fatigués. Des rides artificielles ont été creusées autour de mes yeux et de ma bouche. Mes cheveux ont été cachés sous une perruque aux mèches grises et grasses. L'aspect physique n'était que la partie visible de la transformation. Sandrine m'a aussi appris à modifier ma posture. Épaules voûtées, démarche traînante, regard fuyant. Les gens ne voient pas seulement votre visage, m'expliquait-elle. Ils voient votre façon d'occuper l'espace, votre rapport au monde. Un SDF ne se tient pas de la même façon qu'un chef d'entreprise. Pour compléter le déguisement, nous avons écumé les magasins Emmaüs de la banlieue parisienne. J'ai acheté un pantalon en velours côtelé usé jusqu'à la corde, une veste en laine avec des trous de mythe, des chaussures de sécurité éculées avec des lacets différents, une chemise à carreaux délavée. Le tout sentait la naphtaline et l'humidité, parfait pour l'authenticité du personnage. Le détail final était une canne en bois et une claudication légère de la jambe droite. Hernie discale après 25 ans dans le bâtiment, serait mon explication si quelqu'un me demandait. Sandrine m'a aussi fourni un sac à dos militaire surplus, usé et rapiécé, contenant quelques affaires personnelles fictives, une couverture de survie, une bouteille d'eau en plastique, quelques vêtements de rechange et surtout des documents prouvant mon identité. Une carte d'identité périmée au nom de Jean Leblanc, une carte vitale abîmée, quelques papiers de la CAF. Quand je me suis regardé dans le miroir à la fin de la transformation, j'ai eu un choc. L'homme qui me faisait face était méconnaissable, plus petit en apparence à cause de la posture, plus âgé, plus fatigué, plus pauvre. Même moi, je ne me reconnaissais pas. « Parfait », avait commenté Sandrine. « Votre propre mère ne vous reconnaîtrait pas. » Marcel avait pendant ce temps mené sa propre enquête discrète sur la vie marseillaise de Lucas. Grâce à un détective privé de sa connaissance, nous avons obtenu des informations précises. Adresse exacte, lieu de travail, horaires habituels, trajets quotidiens, habitudes de consommation. Lucas travaillait dans un cabinet comptable du centre-ville, prenait le métro tous les matins à 8h15 précise, station rond-point du Prado, rentrait chez lui tous les soirs vers 18h30 par le même trajet. Il déjeunait 3 fois par semaine au même restaurant proche de son bureau, faisait ses courses le samedi matin au Monoprix de son quartier. « Henri », m'avait dit Marcel la veille de mon départ, « es-tu vraiment sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Une fois que tu auras commencé, tu risques de découvrir des choses que tu ne pourras jamais oublier. Parfois, l'ignorance est une bénédiction. » Marcel, je n'arrive déjà plus à dormir en me demandant ce qui s'est passé. Je préfère une vérité douloureuse qu'un mensonge rassurant. Et si tu découvres que ton fils est devenu quelqu'un de décevant, alors j'aviserai, mais au moins je ne me poserai plus de questions. Marcel m'a regardé longuement avant de hocher la tête. « D'accord, mais je veux que tu me donnes des nouvelles tous les 3 jours. Si tu ne le fais pas, j'envoie les secours. Promis, le voyage Paris-Marseille en TGV m'a donné le temps de parfaire mon personnage. J'ai observé les vrais SDF dans les gares, leur façon de se tenir, de parler, de demander. J'ai écouté leurs histoires quand ils acceptaient de me parler. Beaucoup étaient d'anciens ouvriers, comme Jean Leblanc était censé l'être.
Leurs récits m'ont aidé à construire une biographie cohérente pour mon personnage. Je suis arrivé à Marseille un lundi soir pluvieux de mars. La gare Saint-Charles grouillait de monde et personne n'a fait attention à un vieux bonhomme claudiquant avec son sac à dos fatigué. Premier test réussi, j'étais invisible. Le foyer d'hébergement d'urgence où Marcel m'avait trouvé une place se trouvait dans le 3e arrondissement, à 3 stations de métro de chez Lucas. L'endroit correspondait exactement à ce que j'imaginais. Un bâtiment gris et sale des années 70, des couloirs qui sentaient l'eau de Javel et la sueur, des chambres minuscules avec des lits superposés et des casiers métalliques. Ma chambre faisait 6 mètres carrés et était partagée avec un homme de 50 ans qui toussait toute la nuit. Les autres résidents m'ont accueilli avec la méfiance habituelle envers les nouveaux. Mais Jean Leblanc avait une histoire crédible. Licenciement économique après 25 ans dans la même entreprise de BTP, dépression, divorce, glissade progressive vers la rue. Assez classique pour ne pas éveiller de soupçons, assez précise pour résister aux questions. J'ai passé mes 2 premiers jours à repérer les lieux et à observer les habitudes de Lucas. Sa routine était d'une régularité de métronome. Départ de chez lui à 8h15. 3 pâtés de maison à pied jusqu'à la station Rond-Point du Prado, métro ligne 2 jusqu'à Noailles, puis 5 minutes de marche jusqu'à son bureau. Le soir, trajet inverse, arrivé chez lui vers 18h45. Sa maison était effectivement impressionnante, une villa provençale, rénovée avec une piscine, un jardin paysager, une terrasse avec vue sur la mer. Facilement 800 000 € comme je l'avais estimé. Pour un comptable salarié avec 2 enfants, c'était un niveau de vie surprenant. Surtout pour quelqu'un qui venait de perdre 50 000 € dans un investissement immobilier. Le mercredi matin, j'ai pris position pour la première fois. J'avais choisi un coin de rue animé à 2 stations de métro de chez Lucas, assez proche de sa route habituelle pour qu'il passe devant moi, assez loin de son domicile pour qu'il ne se pose pas de questions sur ma présence. Un endroit avec beaucoup de passages, idéal pour la mendicité discrète. Je me suis assis par terre, le dos contre le mur d'un immeuble de bureau, ma canne posée à côté de moi et une petite pancarte fabriquée la veille. Ancien ouvrier, toute aide bienvenue. Merci. J'avais aussi disposé devant moi une casquette retournée avec quelques pièces de monnaie pour amorcer d'éventuelles générosités. J'étais nerveux, comme jamais de ma vie. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il soit audible. Mes mains tremblaient légèrement, et je transpirais malgré la fraîcheur matinale. J'allais voir mon fils pour la première fois depuis 2 ans, mais dans des conditions qu'aucun père ne devrait jamais connaître. À 8h10 précise, je l'ai aperçu au bout de la rue. Lucas, mon fils, à 35 ans, plus élégant que dans mes souvenirs. Il portait un costume gris anthracite bien coupé, pas du haut de gamme, mais de qualité. Une chemise blanche impeccable, des chaussures en cuir noir parfaitement cirées. Ses cheveux étaient coiffés avec soin. Il avait pris un peu de poids, mais ça lui allait bien, lui donnait une prestance d'homme d'affaires prospère. Il marchait d'un pas assuré, consultant son smartphone dernier cri, l'image même du cadre parisien en déplacement professionnel. Plus il s'approchait, plus mon cœur s'emballait. J'avais préparé ce moment dans ma tête des dizaines de fois, mais la réalité était différente. C'était mon enfant qui marchait vers moi, l'homme que j'avais porté sur mes épaules quand il avait 6 ans, à qui j'avais appris à faire du vélo dans la cour de notre première maison, avec qui j'avais regardé tous les matchs de la Coupe du Monde 98 en hurlant de joie quand Zidane avait marqué ses 2 buts en finale. Quand il est arrivé à ma hauteur, j'ai légèrement levé la tête, comme le ferait n'importe quel mendiant espérant attirer l'attention d'un passant généreux. Nos yeux se sont croisés pendant exactement 2 secondes. 2 secondes qui ont suffi à briser quelque chose en moi. Le regard de Lucas était d'une froideur glaciale. Pas de surprise, pas de gêne, pas de compassion. Juste une indifférence totale, comme si j'étais un élément du mobilier urbain qu'il fallait contourner. Pire encore, j'ai cru déceler une pointe de dégoût.
cette expression qu'on a quand on passe devant une poubelle qui déborde ou un chien écrasé sur le trottoir. Il a accéléré imperceptiblement le pas et m'a dépassé sans ralentir, sans un regard, sans un geste. J'ai entendu ses pas s'éloigner sur le bitume mouillé, régulier, indifférent. Pour lui, je n'existais pas. « C'est normal », me suis-je dit pour me rassurer. C'est le premier contact. Beaucoup de gens ne donnent rien aux mendiants qu'ils ne connaissent pas. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais au fond de moi, quelque chose avait déjà commencé à se fissurer. Ce n'était pas de l'indifférence que j'avais vu dans ses yeux, c'était du mépris. Le jeudi matin, même scénario. Je me suis installé au même endroit à 8h, et j'ai attendu son passage. Cette fois, Lucas était au téléphone quand il s'est approché. J'ai tendu l'oreille pour saisir des bribes de conversation. « Oui, chérie, j'arriverai à l'heure habituelle pour le dîner. Non, je n'ai pas oublié qu'on reçoit tes parents samedi. Bien sûr que j'ai pensé à acheter le vin. Écoute, je te laisse, j'arrive au bureau. Moi aussi, je t'aime. À ce soir. » Il a raccroché juste en arrivant à ma hauteur. Cette fois, il m'a regardé directement pendant 3 secondes complètes, et j'ai vu son visage se durcir progressivement. Il a froncé les sourcils, comme si ma simple présence là était un affront personnel, une pollution visuelle qui gâchait sa matinée parfaite. Il s'est arrêté à 3 mètres de moi et a sorti son téléphone, faisant mine de consulter ses messages tout en me jetant des coups d'œil agacés. J'ai compris qu'il mémorisait mon visage, qu'il me cataloguait mentalement comme un élément indésirable de son trajet quotidien. Puis il a remis son téléphone dans sa poche et a continué sa route, mais j'ai vu qu'il serrait les mâchoires. Le vendredi, j'ai décidé de passer à l'action. Quand Lucas s'est approché, toujours au téléphone, toujours cette démarche assurée, j'ai murmuré timidement « S'il vous plaît, monsieur, juste une petite pièce pour un café ?» Lucas s'est figé, littéralement figé. Il a raccroché brutalement et s'est tourné vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de mon fils. Une colère froide, presque haineuse. « Écoutez-moi bien, le vieux », a-t-il dit d'une voix sifflante en se penchant légèrement vers moi. « Ça fait 3 jours que je vous vois traîner ici. 3 jours que vous polluez ma route. Vous n'avez rien d'autre à faire de votre vie? Pas de famille pour s'occuper de vous? Vous n'avez pas honte, à votre âge, de tendre la main comme un gamin ?» Sa voix était chargée d'un mépris si profond que j'en ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas mon fils qui me parlait. Ce ne pouvait pas être lui. « Monsieur, je ne voulais pas vous déranger. » Ai-je balbutié, essayant de rester dans mon personnage malgré le choc. « Vous dérangez, vous êtes un dérangement, vous et tous les parasites de votre espèce. Vous croyez que les gens travaillent pour nourrir les fainéants? Trouvez-vous un boulot, nom de Dieu. Arrêtez de compter sur la charité des autres. » Il a craché ces mots avec une violence qui m'a terrorisé. Puis il s'est éloigné à grands pas rageurs, laissant dans son sillage une odeur d'eau de toilette chère et l'écho de sa cruauté. Je suis resté assis là, tremblant, pas de froid, mais de choc émotionnel. L'homme qui venait de me parler n'était pas le Lucas que j'avais élevé. Ce n'était pas le petit garçon qui pleurait devant Bambi parce que la maman du Pharaon mourait. Ce n'était pas l'adolescent qui s'indignait des injustices du monde en regardant les informations. Ce n'était pas le jeune homme qui donnait de son temps libre pour aider les personnes âgées, c'était un étranger. Un étranger qui portait le visage de mon fils et qui venait de me cracher sa haine au visage sans savoir qu'il s'adressait à son propre père. Cette nuit-là, dans mon lit de fortune au foyer, j'ai pleuré pour la première fois depuis les obsèques de Brigitte. Des sanglots silencieux pour ne pas réveiller mon colocataire, mais qui venaient du plus profond de mon être. J'avais envie d'arrêter l'expérience, de rentrer à Paris, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que ce que j'avais vu n'était que la partie émergée de l'iceberg. Si Lucas était capable de cette violence verbale envers un inconnu vulnérable, que cachait-il d'autre? J'ai décidé de continuer. Pour moi, pour Brigitte, pour comprendre ce qu'était devenu notre fils. La semaine suivante a été une plongée progressive dans l'horreur.
Chaque jour apportait son lot de révélations douloureuses sur la vraie personnalité de Lucas. Le lundi, il est passé devant moi en discutant avec un collègue de travail, un homme d'une quarantaine d'années, avec qui il semblait bien s'entendre. « Tu as vu ? De plus en plus de clochards dans le quartier », a commenté le collègue en me désignant d'un mouvement de menton. « C'est un vrai fléau », a répondu Lucas. « La mairie devrait faire le ménage. Ces gens-là attirent la délinquance, font fuir les clients des commerces. C'est de la pollution urbaine, ni plus ni moins. » Pollution urbaine. Mon propre fils parlait d'êtres humains en détresse comme de déchets à évacuer. Le mardi, il pleuvait des cordes. J'étais trempé jusqu'aux os, grelottant sous ma veste trop fine, mes chaussures percées, laissant passer l'eau glacée. Lucas est passé sous un parapluie de golf, parfaitement au sec dans son imperméable Burberry. Il m'a vu clairement, a vu que je tremblais de froid, que mes vêtements dégoulinaient. Sa réaction ? Il a accéléré le pas pour ne pas avoir à me regarder plus longtemps. Pas un geste de compassion, pas même un regard compatissant, juste l'empressement de quelqu'un qui veut éviter un spectacle désagréable. Le mercredi a été pire encore. Un jeune cadre dynamique s'est arrêté devant moi vers 8h30 et m'a tendu un billet de 5 €. « Tenez, monsieur, j'espère que ça va aller mieux pour vous. » Un geste simple, humain, respectueux. Lucas, qui arrivait juste derrière, a assisté à toute la scène. Quand le cadre s'est éloigné, Lucas s'est approché de moi, les traits déformés par la colère. « Vous avez vu ça ? Vous avez vu comme vous manipulez les gens ? Ce pauvre type va travailler toute la journée pour gagner son argent, et vous restez assis là à attendre qu'on vous le donne. »« Monsieur, je n'ai forcé personne. » ai-je protesté faiblement. « Vous n'avez forcé personne. Vous êtes là avec votre petite pancarte et votre air de chien battu à faire culpabiliser les passants. C'est du chantage affectif, de la manipulation pure. » Il s'est penché vers moi, et j'ai senti son souffle sur mon visage. « Écoutez-moi bien, espèce de parasite. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui prennent les transports bondés, qui passent 10 heures par jour dans des bureaux, qui paient des impôts, qui cotisent pour les retraites, qui nourrissent leurs familles. Et il y a des déchets humains comme vous qui préfèrent tendre la main plutôt que de bosser. Vous me dégoûtez. » Les mots « déchets humains » ont résonné dans ma tête comme des coups de marteau. Mon fils, ma chair et mon sang, celui à qui j'avais donné la vie et tout mon amour, venait de me traiter de déchet humain. Il s'est redressé et a ajouté, avec un sourire cruel, « La prochaine fois que je vous vois faire l'aumône à quelqu'un, j'appelle les flics. Mendicité agressive, ça s'appelle. 3 mois de prison ferme. » Il s'est éloigné en sifflotant, apparemment ravi de sa petite démonstration de pouvoir. Moi, je suis resté prostré, serrant le billet de 5 € dans ma main tremblante, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Ce soir-là, j'ai appelé Marcel depuis une cabine téléphonique. « Marcel, je crois que je ne vais pas tenir le coup. Ce que je découvre dépasse tout ce que j'imaginais. Raconte-moi. » Je lui ai rapporté les événements des derniers jours, sans rien omettre. Il y a eu un long silence au bout du fil. « Henri, tu es sûr que c'est bien ton fils ? Que tu ne l'as pas confondu avec quelqu'un d'autre ? Marcel, c'est mon enfant. Je le reconnaîtrai entre 1000, même après 5 ans. Alors continue. Il faut que tu ailles au bout de cette histoire. Sinon, tu passeras le reste de ta vie à te demander si tu as rêvé. » « Tu as raison. Mais Marcel, prépare-toi à devoir changer mon testament. Je crois que je vais avoir besoin de revoir mes dispositions successorales. » Le jeudi a marqué un tournant dans mon calvaire. J'avais remarqué que Lucas s'arrêtait tous les matins dans un petit café italien pour prendre son expresso. Un rituel immuable. Il commandait un café serré, lisait rapidement Le Figaro posé sur le comptoir, laissait exactement 1,50 € de pourboire. Toujours la même routine, chronométrée à la minute près. J'ai décidé de me poster près de l'entrée du café, espérant peut-être récolter quelques pièces auprès des clients qui sortaient, détendus par leur première caféine de la journée. Erreur monumentale. Lucas est sorti du café en tenant sa tasse à emporter.
consultant déjà ses messages sur son téléphone. Il ne m'a pas vu immédiatement, concentré sur son écran. Quand il a levé les yeux, nos regards se sont croisés. L'expression de son visage a instantanément basculé de la concentration à la fureur la plus noire. Il a fait 2 pas vers moi, et j'ai cru qu'il allait me frapper. « Vous, encore vous, mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Sa voix était montée dans les aigus, attirant l'attention de plusieurs passants. « Vous me suivez ou quoi? C'est de la persécution. Monsieur, je ne vous suis pas, ai-je commencé. « Fermez-la! Fermez votre gueule de parasite! Vous êtes là tous les jours, sur mon chemin, à polluer ma vue. Vous puez, vous êtes dégoûtant, et en plus, vous harcelez les honnêtes gens. » Un attroupement commençait à se former. Des clients du café, des commerçants du quartier, des passants intrigués par cette altercation matinale. Lucas s'en fichait complètement. Au contraire, il semblait prendre plaisir à avoir un public. « Regardez-le » a-t-il lancé à la cantonade, en me désignant du doigt comme une bête de foire. « Regardez cette loque humaine. À son âge, il devrait avoir honte. Au lieu de chercher du travail, au lieu d'essayer de s'en sortir, il préfère faire la manche. » Une dame âgée qui sortait du café s'est approchée, visiblement choquée par la violence de la scène. « Monsieur, calmez-vous. Ce n'est qu'un pauvre homme qui demande de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de donner, mais vous n'avez pas à l'insulter. » Sa voix était douce mais ferme, celle d'une grand-mère habituée à remettre les jeunes à leur place. Lucas s'est retourné vers elle avec la même agressivité. « Madame, vous ne comprenez rien. Ces clochards, c'est un business. Ils gagnent plus en mendiant que certains salariés en travaillant. Et en plus, ils ne paient pas d'impôts. »« Je ne pense pas que ce monsieur roule sur l'or, » a répondu la dame en me regardant avec compassion. « Vous ne pensez pas, mais ouvrez les yeux, regardez comme il est sale, comme il pue. Vous croyez que c'est de la misère, ça? C'est de la paresse, de la fainéantise. Ces gens-là choisissent de vivre comme des bêtes parce que c'est plus facile que de travailler. » La dame m'a discrètement glissé 2 € dans la main en murmurant « Ne l'écoutez pas, monsieur, que Dieu vous bénisse. » Puis elle s'est éloignée, secouant la tête avec tristesse. Ce geste de bonté a achevé de mettre Lucas hors de lui. Parfait, parfait. Vous voyez, voilà comment ils procèdent. Ils se font plaindre par les vieilles dames généreuses. C'est exactement ce dont je parlais. Il s'est rapproché de moi au point que je sentais son haleine mentholée. Écoutez-moi bien, ordure. Je travaille dans ce quartier. Je passe ici tous les jours. Si je vous revois encore traîner par ici, si je vous revois encore emmerder les clients de ce café, j'appelle les flics. Et croyez-moi, je trouverai bien un motif pour vous faire embarquer. Monsieur, je ne fais rien de mal, ai-je murmuré au bord des larmes. Rien de mal, rien de mal. Vous existez, c'est déjà trop. Vous polluez l'air que respirent les honnêtes gens. Vous donnez une mauvaise image du quartier. Vous faites peur aux enfants. Il a récupéré son café qui avait légèrement débordé pendant sa tirade et m'a jeté le reste du liquide tiède sur les jambes. Tenez, puisque vous avez soif, la prochaine fois, achetez-vous à boire au lieu de faire l'aumône. Et il s'est éloigné en ricanant, sous les regards médusés des témoins de la scène. Plusieurs personnes sont venues me voir pour s'excuser de son comportement, m'ont donné quelques pièces, ont proposé de m'acheter un café pour me réchauffer. L'humanité ordinaire, celle que Lucas semblait avoir perdue en route. Moi, je suis resté assis là, les jambes mouillées de café, essayant de comprendre comment l'enfant que j'avais porté sur mes épaules avait pu devenir ce monstre de cruauté. Comment le petit garçon qui pleurait quand il écrasait une fourmi par inadvertance avait pu devenir cet homme capable d'humilier publiquement un inconnu vulnérable. Ce soir-là, de retour au foyer, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Cette découverte était déjà suffisamment traumatisante, mais je pressentais qu'elle n'était que la partie visible de l'iceberg. Il fallait que je sache jusqu'où allait la transformation de Lucas. Il fallait que je voie comment il se comportait dans d'autres contextes, avec d'autres personnes. Le vendredi, j'ai décidé de le suivre après son travail. Je voulais voir sa vie privée,
comprendre comment il interagissait avec sa famille, avec d'autres inconnus quand il n'était pas pressé par les obligations professionnelles. J'ai attendu toute la journée près de son bureau, caché dans un renfoncement de porte, observant les allées et venues des employés. À 18h30 précise, Lucas est sorti du cabinet comptable. Au lieu de se diriger vers la station de métro comme d'habitude, il a pris la direction du centre commercial Bourse. Intrigué, je l'ai suivi à distance respectable, en boitillant avec ma canne et en gardant ma casquette enfoncée sur le front. Il est entré dans une grande surface spécialisée en électronique et informatique. Curieux, je me suis posté près de la vitrine d'où je pouvais l'observer sans être vu. Lucas était en grande discussion avec un vendeur devant un présentoir de tablettes haut de gamme. J'ai tendu l'oreille, profitant de l'acoustique du magasin pour saisir des bribes de conversation. « C'est pour ma fille », expliquait Lucas au vendeur. « Elle va avoir 8 ans demain. Je veux lui faire un cadeau exceptionnel. » Il avait retrouvé son sourire charmeur, sa voix douce et posée. Le contraste avec la brute épaisse du matin était saisissant. Mon cœur s'est réchauffé malgré moi. Sophie allait avoir 8 ans, et Lucas pensait à lui offrir un beau cadeau. Peut-être que sa cruauté envers les SDF était une exception, une facette sombre de sa personnalité qui n'apparaissait que dans certaines circonstances. Peut-être qu'avec sa famille, il redevenait l'homme bien que j'avais élevé. « Combien coûte ce modèle ?» a demandé Lucas en désignant une tablette dernier cri. « 650 €, monsieur. C'est le haut de gamme pour les enfants. Écran haute définition, processeur ultra rapide, autonomie de 12 heures. Votre fille va être aux anges. » Parfait. On peut faire un crédit ? Bien sûr. Sur combien de mensualités souhaitez-vous étaler ? Le maximum possible. 24 mois. Ça marche ? Tout à fait. Cela fera 27 € par mois. Génial. Elle va devenir folle de joie. Sa mère dit toujours que je ne dépense pas assez pour les enfants. Eh bien là, elle ne pourra pas râler. Il a ri, et le vendeur a ri avec lui de cette complicité masculine un peu lourde que je déteste. Mais ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est la suite de la conversation. « Vous avez des enfants ?» a demandé Lucas au vendeur pendant que ce dernier préparait le dossier de crédit. « 2, un garçon de 10 ans et une fille de 6 ans. Alors vous comprenez, c'est du boulot, hein ? Oh oui, et les femmes ne nous facilitent pas la tâche. Vous l'avez dit, la mienne passe son temps à me faire des reproches, que je ne suis pas assez présent, que je ne m'occupe pas assez des enfants, que je devrais passer plus de temps en famille. Parfois j'ai l'impression qu'elle oublie que c'est moi qui ramène l'argent à la maison. Je connais ça. La mienne me fait le même cirque, comme si on n'avait que ça à faire, jouer les nounous à temps plein. » Ils ont éclaté de rire tous les deux. Ce mépris désinvolte envers leurs épouses m'a écœuré, mais le pire était encore à venir. « Et puis, il y a mon vieux », a ajouté Lucas en baissant la voix, comme s'il partageait un secret particulièrement croustillant. « Votre père ?»« Ouais. Le mec a 68 ans. Il vit seul dans une baraque énorme en région parisienne, et il passe son temps à me harceler. Il m'appelle sans arrêt, veut que j'aille le voir, se plaint qu'il ne voit jamais ses petits-enfants. Franchement, à son âge, il devrait comprendre que j'ai ma propre vie. Mon sang s'est glacé dans mes veines, j'étais là, à 3 mètres de mon fils, et je l'entendais parler de moi comme d'un fardeau encombrant. « Il habite loin ?» a demandé le vendeur par politesse. 2h30 de TGV. Vous vous rendez compte ? Il faudrait que je prenne un week-end complet, juste pour aller boire un café avec lui. Et après, il faut supporter ses jérémiades sur sa solitude, sa santé, ses petits bobos de vieux. C'est déprimant. Je comprends. Mon beau-père est pareil, toujours à se plaindre, jamais content. Le problème, c'est que le mien devient un peu gâteux. L'autre jour, il m'a appelé en pleurant, parce qu'il se sentait seul et qu'il voulait me voir. Mec, j'ai 35 ans, 2 enfants, une femme, un boulot stressant. Je peux pas passer ma vie à faire la baby-sitter d'un vieux dépressif. Chaque mot était un poignard planté dans mon cœur. Gâteux, vieux dépressif, baby-sitter. C'est comme ça que mon fils me voyait. C'est comme ça qu'il parlait de moi à des inconnus. En plus,
a continué Lucas avec un ricanement. Le bonhomme a du fric, beaucoup de fric, une chaîne de restaurants, des investissements immobiliers, tout le tout-team. Parfois je me dis que bon, quand il cassera sa pipe, ça sera que pour moi. Je suis fils unique. Le vendeur a eu un petit rire gêné. C'est moche de dire ça, mais on y pense tous, hein? Exactement. Au moins, ces emmerdements auront servi à quelque chose. Mais en attendant, il faut que je le supporte. Heureusement qu'il habite loin, sinon il serait capable de débarquer tous les dimanches avec ses cadeaux pourris et ses conseils de vieux cons. Il vous donne de l'argent parfois? Oh que oui! Il peut pas s'en empêcher. Il croit qu'en sortant son chéquier, il va acheter mon affection. L'année dernière, il m'a filé 50 000 € pour un soi-disant investissement immobilier. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'allais enfin savoir la vérité sur cette histoire. 50 000 €, putain. Et alors? Et alors quoi? Je les ai claqués, pardi. Un super voyage à Las Vegas avec les copains. Casino, bar, filles. Une semaine de rêve. J'ai tout perdu au poker. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré? Et votre père, il sait? Tu rigoles. Je lui ai raconté que l'investissement avait foiré, que les promoteurs s'étaient barrés avec la caisse. Il a gobé comme un bleu. Même qu'il m'a consolé au téléphone, le pauvre vieux. Ce n'est pas grave, mon fils. Tu ne pouvais pas savoir. Ces choses-là arrivent dans les affaires. J'ai failli éclater de rire. Ils ont ri tous les deux, comme deux adolescents qui viennent de faire une blague particulièrement réussie. Moi, j'étais effondré. Mon fils avait menti, délibérément, froidement, cyniquement. Il avait pris mon argent, l'argent que j'avais mis des années à économiser, l'argent que je destinais à sa famille, pour aller s'encanailler à Las Vegas. Et le pire, c'est qu'il en riait. Il trouvait ça drôle d'avoir berné son vieux père naïf. Il était fier de son mensonge, fier de m'avoir manipulé. Vous pensez qu'il va vous en redonner ? A demandé le vendeur, visiblement fasciné par cette histoire de fils indigne. Sûrement. Le truc, c'est qu'il faut que je fasse semblant d'être un bon fils de temps en temps, que je l'appelle, que je prenne de ses nouvelles, que je lui envoie des photos des enfants. C'est chiant, mais c'est le prix à payer. 50 000 €, ça vaut le coup de faire semblant. Carrément. En plus, je suis sûr qu'il en a plein d'autres de côté. Il me dit toujours qu'il veut me laisser son patrimoine, que je suis son seul héritier. Alors bon, je prends mon mal en patience. Dans quelques années, il sera mort et j'hériterai de tout. En attendant, je fais le fils aimant quand il le faut. Vous êtes un malin. Faut bien. La vie est dure, mon vieux. Si on peut se faciliter les choses... Ils ont terminé la transaction dans cette ambiance de connivence masculine qui me donnait envie de vomir. Lucas a signé son crédit, pris son sac avec la tablette et s'est dirigé vers la sortie en sifflotant. Moi, je suis resté planté devant cette vitrine, incapable de bouger, incapable de réfléchir. Mon fils, mon propre fils, l'enfant que j'avais élevé, que j'avais aimé, pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse et ma santé en travaillant comme un forcené. Il me considérait comme un distributeur automatique de billets de banque. Il attendait ma mort comme on attend les soldes d'hiver. Il mentait, trichait, manipulait et trouvait ça normal. J'ai titubé jusqu'à un banc public et je me suis effondré. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai pleuré en public. Des grosses larmes qui coulaient sur mes joues et que je n'arrivais pas à retenir. Des passants m'ont regardé avec compassion, pensant qu'un vieux SDF était en train de craquer. Il n'était pas loin de la vérité. Ce soir-là, j'ai failli tout arrêter. Rentrer à Paris, reprendre ma vraie vie, faire comme si rien ne s'était passé. Oublier ce que j'avais découvert, continuer à vivre dans le mensonge plutôt que dans cette vérité insupportable. Mais quelque chose me retenait. Une petite voix dans ma tête qui me disait que je n'avais pas encore tout vu, que le pire était peut-être encore à venir, et surtout que si je m'arrêtais maintenant, je passerais le reste de ma vie à me demander jusqu'où allait la corruption de Lucas. J'ai décidé de continuer encore une semaine. Une dernière semaine pour voir comment il se comportait avec sa famille, avec ses enfants.
une dernière chance de découvrir s'il restait quelque chose de bon en lui. Si seulement j'avais su ce que cette dernière semaine allait m'apprendre. Le samedi matin, j'ai pris une décision qui allait me conduire à la découverte la plus douloureuse de toute cette expérience. J'allais observer Lucas dans son rôle de père et de mari. Si quelque chose de l'ancien Lucas subsistait encore, c'est avec sa famille que je le verrais. Les enfants ont cette capacité magique de révéler ce qu'il y a de meilleur chez les adultes. J'espérais secrètement que Sophie et Pierre seraient les clés qui me rendraient mon fils. J'ai repéré un square public à 2 rues de chez Lucas, un de ces espaces verts typiquement marseillais, avec des platanes centenaires, des bancs en fer forgé et une aire de jeu colorée où les familles du quartier amenaient leurs enfants le week-end. L'endroit idéal pour observer discrètement une sortie familiale. Je me suis installé sur un banc à l'ombre, assez loin pour ne pas être reconnu, assez près pour entendre les conversations. J'avais apporté un vieux journal trouvé dans une poubelle, et je faisais semblant de le lire en jetant des coups d'œil réguliers vers l'entrée du square. À 10h30, je les ai vus arriver. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Sophie avait grandi depuis les dernières photos que Lucas m'avait envoyées il y a 2 ans. Elle était maintenant une vraie petite fille de 8 ans, avec les cheveux châtains de sa mère tressés en natte et un sourire lumineux qui m'a rappelé Lucas au même âge. Pierre, 6 ans, était le portrait craché de son père-enfant. Même cheveux blonds, même fossettes au menton, même démarche un peu chaotante. Sylvie n'avait pas changé. Toujours cette élégance naturelle, cette douceur dans le regard que j'avais remarqué lors de notre première rencontre. Elle portait une robe d'été simple mais jolie, ses cheveux bruns relevés en chignon négligé. Elle était belle, mais j'ai remarqué quelque chose de nouveau dans son expression. Une fatigue, peut-être. Ou une tristesse discrète. Lucas fermait la marche, consulte déjà son téléphone alors qu'il venait d'arriver. Il portait un polo Ralph Lauren et un bermuda de marque, l'uniforme du cadre parisien en week-end décontracté. Même habillé sportivement, il dégageait cette arrogance que j'avais appris à détester au cours de la semaine écoulée. Les enfants ont couru vers les jeux avec l'enthousiasme naturel de leur âge. Sophie s'est dirigée vers les balançoires, Pierre vers le toboggan. Sylvie s'est assise sur un banc pour les surveiller, sortant un livre de son sac. Lucas est resté debout, téléphone à l'oreille, tournant le dos à sa famille. J'étais trop loin pour entendre sa conversation téléphonique, mais je voyais ses gestes, ses mimiques. Il riait, gesticulait, semblait parfaitement détendu. De temps en temps, Sylvie levait les yeux de son livre et le regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Agacement, résignation, un mélange des deux probablement. Au bout d'un quart d'heure, Sophie a quitté les balançoires et s'est dirigée vers ses parents. Je l'ai vu tirer sur le polo de Lucas pour attirer son attention. Il a levé un doigt dans sa direction, le geste universel du « Attends, je suis occupé » et a continué sa conversation. Sophie a attendu patiemment, mais au bout de 2 minutes, elle a recommencé à le solliciter. Cette fois, Lucas a plaqué sa main sur le téléphone et s'est penché vers sa fille avec une expression agacée. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais son langage corporel était éloquent. Épaules tendues, froncement de sourcils, gestes secs. Sophie a baissé la tête et est retournée vers les jeux, visiblement déçue. La scène s'est répétée plusieurs fois pendant l'heure qui a suivi. Les enfants essayaient d'attirer l'attention de leur père. Lucas les rembarrait plus ou moins gentiment et ils retournaient jouer entre eux. Sylvie ne disait rien, mais je voyais qu'elle serrait les dents. Vers midi, les choses ont pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Sophie s'est détachée du groupe d'enfants avec qui elle jouait et s'est dirigée vers mon banc. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Allait-elle me reconnaître? Allait-elle alerter ses parents? Mais Sophie n'a pas fait attention à moi, elle regardait quelque chose d'autre. En suivant son regard, j'ai compris. Elle observait un autre homme assis 2 bancs plus loin. Un vrai SDF cette fois,
Un homme d'une soixantaine d'années, mal rasé, aux vêtements sales, qui somnolait au soleil avec un sac plastique contenant ses maigres possessions posées à ses pieds. Sophie s'est approchée de lui avec cette curiosité innocente des enfants. Elle l'a regardé longtemps, penchant la tête de côté, comme font les enfants quand ils essaient de comprendre quelque chose qui les dépasse. Puis, elle a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une barre de céréales entamée. Elle s'est approchée encore plus près de l'homme et a murmuré « Monsieur, monsieur, vous avez faim ?» L'homme a ouvert les yeux, surpris. Quand il a vu Sophie qui lui tendait sa barre de céréales, son visage s'est illuminé. « C'est gentil, petite. Tu es sûre ?»« Oui, c'est aux fraises, c'est très bon. Ma mamie disait toujours qu'il faut aider les gens qui ont besoin. » Ma mamie. Elle parlait de Brigitte. Mon cœur s'est serré. Ma femme avait réussi à transmettre ses valeurs à sa petite fille, malgré la distance et malgré l'exemple déplorable que donnait Lucas. « Ta mamie était très sage », a répondu l'homme en acceptant la barre de céréales. « Comment elle s'appelait ? » ?»« Brigitte, elle est au ciel maintenant, mais maman dit qu'elle nous regarde toujours. Je suis sûr qu'elle est très fière de toi. » Sophie a souri, rayonnante de cette fierté simple des enfants qui savent qu'ils ont fait quelque chose de bien. Puis, elle a fouillé à nouveau dans sa poche et en a sorti une petite bouteille d'eau. « Vous avez soif aussi ?» C'est à ce moment-là que Lucas a remarqué l'absence de sa fille. Je l'ai vu balayer le square du regard, localiser Sophie et comprendre ce qui se passait. Son expression est passée de l'inquiétude à la colère en une fraction de seconde. Il a raccroché brutalement son téléphone et s'est dirigé vers sa fille à grands pas furieux. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était si forte que tout le square s'est retourné. Sophie a sursauté et j'ai vu la peur s'afficher sur son petit visage. « Papa, j'aide juste le monsieur. Je t'ai déjà dit de ne pas parler aux inconnus. » Lucas était arrivé près d'eux et dominait la scène de toute sa hauteur. « Combien de fois il faut que je te le répète ? Mais papa, il avait faim. Je m'en fous qu'il ait faim. Tu ne donnes rien à personne sans me demander, et surtout pas à... » À ça, il a désigné le SDF avec un mépris si évident que l'homme a baissé les yeux humilié. Sophie ne comprenait manifestement pas la réaction de son père. « Mais papa, mamie Brigitte disait... » « Mamie Brigitte n'est plus là, c'est moi qui décide maintenant, et je te dis de ne jamais, jamais donner quoi que ce soit à ces gens-là. »« Pourquoi, papa ?» La question innocente de Sophie a semblé exaspérer Lucas encore plus. Il s'est accroupi pour se mettre à sa hauteur, mais au lieu de la douceur qu'on attend d'un père qui explique quelque chose à son enfant, j'ai vu de la dureté, de l'impatience. Parce que ces gens-là ne méritent pas qu'on les aide, tu comprends? Ils sont comme ça parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils sont fainéants, parce qu'ils préfèrent mendier plutôt que de travailler. Sophie a regardé le SDF, puis son père, essayant visiblement de concilier ce qu'elle voyait, un vieil homme fatigué et affamé, avec ce que lui disait Lucas. « Mais papa, il a l'air triste. »« Il n'est pas triste, il fait semblant. C'est leur truc. Ils font pitié pour avoir de l'argent gratuit, et des enfants naïfs comme toi, ça marche très bien. » Sylvie s'était approchée entre-temps, Pierre dans ses bras. Elle semblait aussi choquée que moi par la véhémence de Lucas. « Lucas, calme-toi. Elle a voulu faire quelque chose de gentil. » « Quelque chose de gentil, quelque chose de gentil. Elle donne sa nourriture et son eau à un clochard. Elle apprend à être une victime, à se faire avoir par le premier manipulateur venu. Lucas, ce n'est qu'un vieil homme. Justement, elle commence par donner sa barre de céréales à un vieux, et après elle donnera son argent de poche, et après elle se fera violer par un pédophile déguisé en mendiant. Tu y as pensé à ça ? L'escalade verbale était telle que plusieurs familles avaient interrompu leurs activités pour observer la scène. Sylvie était cramoisie de honte. Sophie avait commencé à pleurer, de ces gros sanglots d'enfant qui ne comprend pas pourquoi on lui crie dessus alors qu'elle pensait bien faire. Le SDF, écrasé par la situation, a essayé de rendre la barre de céréales à Sophie. « Écoute ton papa, petite. Reprends ton goûter. »
Mais Lucas l'a interceptée avant qu'elle n'atteigne la main de Sophie. Il l'a arrachée des doigts du vieil homme et l'a jetée violemment dans la poubelle la plus proche. « Voilà, maintenant tu vois, tu as donné ta nourriture pour rien. Cet homme n'en avait pas vraiment besoin. S'il avait vraiment faim, il travaillerait pour acheter à manger. » Sophie pleurait de plus en plus fort. « Mais papa, j'ai juste voulu être gentille comme mamie. » « Arrête avec mamie. Mamie vous a mis des idées stupides dans la tête. Le monde n'est pas un conte de fées où tout le monde est gentil. Il y a des gens bien qui travaillent, et il y a des parasites qui profitent. Et je ne veux pas que mes enfants deviennent des pigeons. » Pierre, qui avait observé toute la scène depuis les bras de sa mère, a commencé à pleurer lui aussi, par contagion et par peur. Sylvie était au bord des larmes. « Lucas, ça suffit, tu traumatises les enfants. Je les éduque, je leur apprends la vraie vie, pas les conneries à l'eau de rose que leur racontait ma mère. » Brigitte. Il parlait de Brigitte, ma femme, la grand-mère de ses enfants, comme d'une vieille folle qui racontait des sottises. L'homme qui, aux obsèques, avait prononcé un discours émouvant sur les valeurs qu'elle lui avait transmises. Sophie a essayé une dernière fois de comprendre. « Mais papa, si quelqu'un a mal, on doit l'aider, non ? » « Non ! On aide sa famille, ses amis, les gens qu'on connaît. On n'aide pas n'importe qui, et surtout pas les clochards. Pourquoi ? Parce que ce sont des déchets humains. Tu comprends ça ? Des déchets. Ils ne servent à rien, ils ne produisent rien, ils ne font que prendre. Et nous, on travaille pour leur donner notre argent. C'est injuste. » Déchets humains. Le SDF était toujours là, à quelques mètres, et entendait chaque mot. Il s'est levé lentement, a ramassé son sac plastique et s'est éloigné la tête basse, détruit par cette humiliation publique. Mais avant de partir, il s'est retourné vers Sophie et lui a dit doucement « Merci quand même, petite, tu as un bon cœur, n'écoute pas ton papa pour ça. Lucas a explosé. Comment vous osez parler à ma fille? Comment vous osez la manipuler ?» Il a fait mine de poursuivre le vieil homme, mais Sylvie l'a retenu par le bras. « Lucas, arrête! Tu es en train de faire un scandale !» Effectivement, la moitié du square les regardait maintenant. Certains parents avaient même commencé à éloigner leurs enfants, peu désireux d'assister à cette démonstration de violence psychologique. Lucas a regardé autour de lui, a pris conscience du spectacle qu'il donnait et a soudain baissé d'un ton. Mais au lieu de s'excuser ou de reconnaître qu'il était allé trop loin, il s'en est pris à sa famille. « Regardez ce que vous me faites faire, regardez comme vous me ridiculisez. Sophie, par ta faute, tout le monde nous regarde, j'espère que tu es contente. »« Lucas !» a sifflé Sylvie entre ses dents. « C'est toi qui cries, c'est toi qui fais le spectacle. Moi, je protège mes enfants, j'essaie de leur apprendre à ne pas être des victimes, et toi, tu me sapes !» Il a pris Sophie par la main, beaucoup plus fermement que nécessaire. « On rentre. Et en chemin, tu vas réfléchir à ce que tu as fait. J'espère que tu as compris la leçon. » Sophie sanglotait toujours. « Papa, j'ai mal au bras. » « Tu auras encore plus mal si tu recommences à donner tes affaires aux clochards. » Ils se sont dirigés vers la sortie du square. Sylvie portant Pierre qui pleurait, Sophie traînée par Lucas, toute la famille dans un état lamentable. Avant de quitter le square, j'ai entendu Sylvie murmurer à son mari « Lucas, on va parler de ça à la maison. » Sérieusement, il n'y a rien à dire, j'ai raison et tu le sais. Tu as fait pleurer ta fille pour rien, elle voulait juste faire une bonne action. Une bonne action, donner sa bouffe à un clochard. Tu appelles ça une bonne action. J'appelle ça de la compassion, quelque chose que tu as visiblement oublié. Ils se sont éloignés en se disputant à voix basse, leurs enfants traumatisés entre eux. Et moi, je suis resté assis sur mon banc, complètement anéanti par ce que je venais de voir. Mon fils avait humilié publiquement un vieil homme sans défense. Il avait terrorisé sa propre fille pour l'empêcher de montrer de la compassion. Il avait jeté de la nourriture à la poubelle plutôt que de la laisser à quelqu'un qui en avait besoin. Il avait traité des êtres humains de déchets devant ses enfants. Et le pire, il avait sali la mémoire de Brigitte, présenté l'éducation qu'elle avait donnée comme des conneries à l'eau de rose, alors qu'elle avait consacré sa vie à enseigner la bonté et la générosité.
Cette nuit-là, j'ai pris ma décision finale. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je ne pouvais pas rentrer à Paris en faisant semblant que rien ne s'était passé. Il fallait que Lucas sache que j'avais tout vu, tout entendu. Il fallait qu'il comprenne que ses actes avaient des conséquences. Il fallait que je révèle qui j'étais. Le lundi matin, je me suis positionné au même endroit que le premier jour, mais cette fois avec un objectif différent. Je n'étais plus là pour observer. J'étais là pour révéler la vérité et demander des comptes. J'avais préparé mentalement cette confrontation pendant tout le week-end. Comment j'allais procéder, dans quel ordre j'allais révéler ce que j'avais découvert, comment j'allais gérer ses réactions. Mais aucune préparation ne pouvait m'aider à gérer l'émotion qui m'étreignait. À 8h10, je l'ai vu arriver au bout de la rue. Même démarche assurée, même consultation compulsive de son téléphone, même indifférence aux gens qui l'entouraient. Il portait un costume bleu marine qui lui donnait une allure encore plus hautaine que d'habitude. Quand il s'est approché de moi, je me suis levé lentement, m'appuyant sur ma canne pour donner le change, jusqu'au dernier moment. Il m'a jeté un coup d'œil agacé, encore ce clochard qui polluait son champ de vision, et a continué son chemin. Lucas. Il s'est figé. Pas seulement arrêté. Figé. Comme si mon simple prononcé de son prénom avait déclenché une alarme dans son cerveau. Il s'est retourné lentement, fronçant les sourcils. « Comment vous connaissez mon nom ?» Au lieu de répondre, j'ai commencé à retirer ma barbe postiche. Lentement, méthodiquement, savourant chaque seconde de cette révélation. Je suis quelqu'un qui voulait connaître l'homme que tu es devenu quand tu penses que personne d'important ne regarde. Ses yeux se sont agrandis quand il a reconnu la forme de mon visage sous le déguisement. J'ai retiré les lentilles de contact qui ternissaient mes yeux. Je suis quelqu'un qui a passé 3 semaines à découvrir que j'avais élevé un monstre. J'ai ôté ma perruque grisonnante, révélant mes vrais cheveux. Lucas est devenu livide, complètement livide. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il regardait autour de lui comme s'il cherchait une échappatoire, comme s'il espérait que cette scène soit un cauchemar. « Papa » Le mot est sorti de sa bouche comme un souffle, presque inaudible. « Bonjour, mon fils. » Il a titubé légèrement, s'appuyant contre le mur de l'immeuble le plus proche. Ses mains tremblaient. « Comment? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je découvre qui tu es vraiment, Lucas. Et tu sais ce que j'ai découvert? Il était incapable de parler. Il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. J'ai découvert que mon fils me traite de gâteux et de vieux dépressif devant des inconnus. J'ai découvert qu'il voit ma mort comme une opportunité financière. J'ai découvert qu'il a menti de A à Z sur les 50 000 € que je lui ai donnés. Papa, je peux t'expliquer. Laisse-moi finir. Ma voix a claqué comme un fouet. Plusieurs passants se sont retournés. J'ai découvert qu'il a dépensé mon argent, l'argent que j'ai mis des années à économiser pour aller se saouler et fréquenter des prostituées à Las Vegas. J'ai découvert qu'il en rigole avec des inconnus dans les magasins. Lucas était de plus en plus pâle. Il regardait frénétiquement autour de nous, terrifié à l'idée que des connaissances puissent assister à cette scène. J'ai découvert qu'il traite les personnes vulnérables de déchets humains et de parasites. J'ai découvert qu'il terrorise sa propre fille quand elle montre de la compassion. « Papa, tu ne comprends pas, je ne savais pas que c'était toi. » Exactement. Tu ne savais pas que c'était moi, et c'est exactement pour ça que j'ai pu voir qui tu es vraiment. Des larmes de rage coulaient sur mes joues. Toute la douleur accumulée pendant ces 3 semaines remontait à la surface. Tu crois que ça change quelque chose que ce soit moi ou un autre? Tu crois que la cruauté devient acceptable quand elle s'adresse à des inconnus? Papa, s'il te plaît, on peut aller quelque part pour discuter. Discuter? Discuter? De quoi veux-tu qu'on discute? De la façon dont tu as sali la mémoire de ta mère? De la façon dont tu apprends à tes enfants que la compassion est une faiblesse? Papa,
Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Ce n'est pas que tu sois devenu cruel, ce n'est pas que tu m'aies menti et volé. Ce qui me fait le plus mal, c'est que ma petite fille de 8 ans a plus d'humanité dans le petit doigt que toi dans tout ton corps pourri. Lucas a tenté de s'approcher, les larmes aux yeux. Papa, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu... Tu n'as jamais voulu quoi? Me blesser. Mais Lucas, tu me blesses depuis des années, en m'ignorant, en me mentant, en me traitant comme un fardeau encombrant. J'ai sorti de ma poche l'enveloppe que j'avais préparée. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre expliquant tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai entendu et toutes les décisions que j'ai prises en conséquence. Quelle décision? Lucas, tu n'hériteras plus rien de moi. Le choc a été tel qu'il a failli tomber. Il s'est rattrapé au mur, les yeux exorbités. Quoi? Toute ma fortune, les restaurants, les investissements, la maison, tout, ira à des associations caritatives, spécifiquement à des organisations qui aident les personnes à la rue que tu méprises tant. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je peux et je l'ai fait. C'est déjà signé chez Marcel. Tu m'as appris qu'il y a des gens dans ce monde qui méritent mon aide infiniment plus que mon propre fils. Papa, s'il te plaît, je peux changer. Laisse-moi une chance. Changer? Tu veux changer? Alors prouve-le. Vis les 2 prochaines années en étant un homme décent. Traite les personnes vulnérables avec respect. Arrête de mentir. Arrête de manipuler. Sois un vrai père pour tes enfants. Sois un vrai mari pour Sylvie. Et après? Après, on verra. Peut-être que tu arriveras à reconquérir non pas mon argent, mais quelque chose de plus précieux, mon respect. Papa, tu es injuste. Je ne suis pas si mauvais que ça. Injuste? Injuste. Lucas, samedi, tu as fait pleurer ta fille de 8 ans parce qu'elle voulait donner une barre de céréales à un vieil homme qui avait faim. Tu as traité des êtres humains de déchets devant tes enfants. Tu as jeté de la nourriture à la poubelle plutôt que de la donner à quelqu'un qui en avait besoin. Et moi, je suis injuste? Il n'avait rien à répondre à ça. Lucas, je vais te donner un dernier conseil de père. La seule raison pour laquelle tu es bouleversé en ce moment, c'est parce que tu viens de découvrir que tes actions ont des conséquences financières. Si tu étais vraiment quelqu'un de bien, tu serais bouleversé d'avoir été cruel avec un inconnu vulnérable, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre. Lucas est resté silencieux un long moment. Je voyais qu'il réfléchissait, qu'il essayait de trouver les mots qui pourraient me faire changer d'avis. « Papa » a-t-il dit finalement, sa voix cassée par l'émotion, « je ne suis pas le monstre que tu décris, j'ai juste perdu le chemin. Avec le stress, le travail, les responsabilités, j'ai oublié qui j'étais. » Non, Lucas, tu n'as pas oublié qui tu étais, tu as choisi de devenir qui tu es. Papa, s'il te plaît. Il a essayé de me prendre dans ses bras, mais je me suis écarté. Lucas, le fait que tu sois mon fils ne te donne pas le droit d'être une mauvaise personne. Le fait que je t'aime ne m'oblige pas à financer ou à tolérer ta cruauté. Alors tu ne me parleras plus jamais, je te parlerai. Tu restes mon fils et je t'aimerai toujours. Mais cet amour ne sera plus aveugle, et il ne sera plus un chèque en blanc pour que tu fasses n'importe quoi. J'ai commencé à m'éloigner, reprenant ma démarche claudicante pour la dernière fois. Papa, attends! Je me suis retourné une dernière fois. Ce que j'ai découvert ces dernières semaines m'a détruit, Lucas. Mais ça m'a aussi libéré. Maintenant, je sais que je n'ai pas échoué comme père, parce que tu t'es éloigné de moi. Tu t'es éloigné parce que tu avais honte de ce que tu devenais. Papa, au revoir, Lucas. Quand tu seras redevenu l'homme que ta mère et moi avons essayé d'élever, on pourra se reparler, vraiment se parler. Et je suis parti, laissant mon fils effondré sur ce trottoir marseillais, face à la vérité sur lui-même. Je suis rentré à Paris le jour même. Philippe m'attendait avec un rapport complet de son séjour dans ma peau. Votre fils a appelé 16 fois, Henri. Les premiers appels étaient paniqués, puis en colère, puis suppliants. Il a même menacé de venir à Paris si je ne lui répondais pas. J'ai écouté quelques-uns des messages qu'il avait enregistrés.
D'abord le déni. Papa, ce que tu as fait est malade. Espionner son propre fils. Tu n'avais pas le droit. Puis la colère. Tu es un vieux fou. Tu ruines ta famille pour quelques clochards. Puis les tentatives de manipulation. Papa, pense à tes petits-enfants. Tu vas les priver de leur héritage. Et finalement, la supplication. Papa, s'il te plaît, rappelle-moi. On peut arranger les choses. Les mois qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Lucas a tout essayé pour me reconquérir. Il a débarqué à Paris une douzaine de fois, amenant parfois Sylvie et les enfants comme munitions émotionnelles. Je les recevais poliment, mais je gardais mes distances. Je voyais bien que Sylvie était mal à l'aise. Un jour, elle m'a demandé à me parler en privé. Henri, Lucas m'a tout raconté, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Je suis horrifié. Je sais que tu n'y es pour rien, Sylvie. Merci. Mais je veux que vous sachiez qu'après ce que vous m'avez rapporté de la scène au square, j'ai eu une conversation très sérieuse avec lui. Quel genre de conversation? Je lui ai dit que s'il ne changeait pas radicalement, je le quitterais et j'emmènerais les enfants. Je l'ai regardé avec surprise. Sylvie m'avait toujours semblé douce, effacée. Je découvrais qu'elle avait du caractère. Tu as fait ça? Oui, et je le pensais. Henri, je ne peux pas laisser mes enfants grandir en pensant que la cruauté envers les plus faibles est normale. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a pleuré, vraiment pleuré. Pour la première fois depuis que je le connais, il a reconnu qu'il avait un problème. Et tu le crois? Je lui donne une chance, mais une seule. Il a commencé une thérapie. Il fait du vrai bénévolat, pas du cinéma pour vous impressionner. Et surtout, j'ai posé mes conditions. S'il traite mal qui que ce soit devant moi, même une seule fois, c'est fini. Cette conversation m'a redonné un peu d'espoir. Si Sylvie était capable de tenir tête à Lucas, mes petits-enfants avaient au moins une chance d'être élevés dans de bonnes valeurs. Pendant ce temps, j'observais Lucas de loin. Il a effectivement commencé une thérapie avec un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement. Il s'est inscrit comme bénévole dans une association marseillaise qui distribue des repas aux sans-abri. Au début, j'ai pensé que c'était du théâtre, une performance destinée à me convaincre de revenir sur ma décision. Mais les semaines passant, ses efforts semblaient sincères. Sylvie me donnait des nouvelles régulières. Il rentre épuisé de ses séances de thérapie, Henri. Il parle de choses dont il n'avait jamais parlé avant. Sa relation avec l'argent, sa peur de l'échec, sa tendance à juger les autres pour se sentir supérieur. Et avec les enfants, c'est là que je vois le plus de changements. Hier, Sophie a voulu donner une pièce à un musicien de rue. Au lieu de l'en empêcher, Lucas lui a expliqué que c'était une belle attention et il a ajouté 1 euro de sa poche. Ces petits signes me touchaient plus que je ne voulais l'admettre. Mais j'étais déterminé à ne pas céder trop facilement. 35 ans d'éducation ne s'effacent pas en quelques mois de bonne conduite. Le tournant est arrivé 6 mois après notre confrontation. J'ai reçu un appel de Sylvie en larmes. « Henri, il faut que vous sachiez quelque chose qui s'est passé hier. » « Qu'est-ce qui se passe? Lucas va bien? » « Oui, mais... Henri, vous devez entendre ça. Nous étions en ville avec les enfants. Un homme s'est effondré dans la rue, probablement un malaise. Tout le monde passait à côté en regardant ailleurs. Lucas a été le premier à s'arrêter. Elle sanglotait au téléphone. Il s'est agenouillé à côté de l'homme, a appelé les secours, lui a parlé pour le rassurer en attendant l'ambulance. Et quand les pompiers sont arrivés, l'homme lui a serré la main en le remerciant. Et alors, Henri, l'homme était un SDF. Exactement le genre de personne que Lucas méprisait avant. Et Sophie l'a regardé faire. Elle m'a dit plus tard, « Maman, papa a aidé le monsieur comme mamie Brigitte nous apprenait à faire. » J'ai raccroché avec les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti l'espoir renaître vraiment. Mais l'épreuve ultime est venue de façon inattendue. 1 an après notre confrontation, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. « Papy Henri ?» C'était Sophie.
Ma chérie, comment tu as eu mon numéro? J'ai demandé à maman. Papy, je peux te raconter quelque chose? Bien sûr, mon ange. Aujourd'hui, papa m'a emmené dans un endroit où il aide les gens qui n'ont pas de maison. On a servi de la soupe et papa m'a expliqué pourquoi c'était important. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que parfois les gens ont des problèmes très difficiles et qu'au lieu de les juger, il faut essayer de les aider. Il m'a dit que mamie Brigitte avait raison, qu'il faut être gentil avec tout le monde. C'est vrai, ma chérie. Et papy, il m'a dit autre chose. Quoi donc? Il m'a dit qu'avant, il n'était pas un papa très gentil, mais que toi tu lui avais appris à être meilleur. Il m'a demandé de t'appeler pour te dire qu'il était en train d'apprendre à être le papa que tu voulais qu'il soit. J'ai raccroché en pleurant. Pas de tristesse, cette fois, mais de joie mélangée à un espoir prudent. Le lendemain, Lucas m'a appelé. Pour la première fois depuis 1 an, j'ai décroché. Papa? Bonjour, Lucas. Papa, je ne sais pas par où commencer. Commence par me dire comment tu vas. Je vais différemment, mieux, je crois. Papa, ces 12 derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus importants. Je t'écoute. J'ai compris des choses sur moi. Pourquoi j'étais devenu comme ça? La peur, l'orgueil, le besoin de me sentir supérieur aux autres pour masquer mes propres faiblesses. Il parlait d'une voix que je ne lui connaissais pas. Plus humble, plus réfléchi. Mon thérapeute m'a fait comprendre que quand maman est morte, j'ai eu peur. Peur de la mort, peur de la douleur, peur de la vulnérabilité. Alors j'ai construit des murs. Je me suis dit que les faibles méritaient leur sort, que seuls les forts s'en sortaient. C'était ma façon de me rassurer. Continue. Mais papa, en te traitant comme je t'ai traité, en méprisant les plus vulnérables, je suis devenu exactement ce que je craignais. Quelqu'un de faible. Quelqu'un qui a besoin d'écraser les autres pour exister. Et maintenant j'essaie de redevenir l'homme que maman et toi avez élevé. C'est dur, papa. Il y a des jours où les anciens réflexes reviennent, mais j'ai Sylvie qui me remet sur le droit chemin. Et surtout, j'ai mes enfants qui me regardent. Lucas, papa, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de changer ton testament. Je veux juste que tu saches que ton plan a marché. Tu m'as fait voir qui j'étais devenu et ça m'a donné la force de changer. Mon fils, je t'aime, papa, et je regrette, pas seulement de t'avoir fait du mal, mais d'avoir trahi tout ce que tu m'avais appris. Nous avons parlé 2 heures ce jour-là. Pour la première fois depuis des années, j'ai retrouvé mon fils, pas l'enfant idéalisé de mes souvenirs, mais un homme adulte qui assumait ses erreurs et s'efforçait de les réparer. Aujourd'hui, 18 mois après mon expérience de SDF, Lucas continue sa thérapie et son bénévolat. Il appelle chaque semaine, emmène régulièrement les enfants me voir. Nos relations se reconstruisent lentement, prudemment, mais sincèrement. Mon testament, je l'ai modifié partiellement. Une partie de ma fortune ira effectivement aux associations caritatives. C'est un engagement que je compte tenir. Mais Lucas récupérera sa part d'héritage. Pas parce qu'il est mon fils, mais parce qu'il l'a mérité en redevenant quelqu'un de bien. La semaine dernière, Sophie m'a envoyé un dessin qu'elle avait fait à l'école. Ça représentait toute la famille, Sylvie, Lucas, Pierre, elle-même et moi. Mais aussi, dans un coin du dessin, une silhouette féminine avec des ailes. « Mamie Brigitte qui nous regarde du ciel », avait-elle écrit en dessous. Et au centre du dessin, écrit en gros caractères colorés, « Dans notre famille, on aide tout le monde ». Ce dessin est maintenant encadré dans mon salon, à côté de toutes les photos de famille, à côté des souvenirs heureux, parce qu'il représente quelque chose que j'avais cru perdu à jamais, l'espoir que les valeurs de Brigitte et les miennes continueront à vivre après nous. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait. Si cette mascarade en SDF était vraiment nécessaire. Ma réponse est toujours la même. Oui, c'était nécessaire. Parce que parfois, pour sauver quelqu'un qu'on aime, il faut d'abord lui montrer qui il est vraiment devenu. Et parfois, la seule façon d'enseigner la compassion, c'est de forcer quelqu'un à voir le monde à travers les yeux de ceux qui en ont le plus besoin.
Mon nom est Henri Dubois. J'ai 68 ans et je viens de vous raconter comment j'ai passé 3 semaines déguisé en SDF pour découvrir qui était devenu mon fils. Ça a été l'expérience la plus douloureuse de ma vie. Mais ça a peut-être aussi été la plus importante. Parce que maintenant, quand mes petits-enfants grandiront, ils se souviendront du grand-père qui a eu le courage d'affronter la vérité et du père qui a eu l'humilité de changer. Ils grandiront en sachant que l'amour véritable n'est pas de l'indulgence aveugle, mais parfois de la fermeté nécessaire. Et quand je rejoindrai Brigitte, je pourrai lui dire que j'ai tenu ma promesse, que j'ai protégé les valeurs qu'elle chérissait, que ses petits-enfants apprendront, comme elle le voulait, que la vraie noblesse se mesure à la façon dont on traite ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour. Si cette histoire vous a ému autant qu'elle continue de me bouleverser, n'hésitez pas à vous abonner à Les Conseils de Papy pour d'autres témoignages qui nous rappellent l'importance des vraies valeurs. Likez cette vidéo si vous pensez comme moi que l'amour véritable exige parfois du courage. Et surtout, dites-moi en commentaire de quelle ville vous arrive cette histoire qui nous rappelle que l'éducation ne s'arrête jamais, même à 35 ans. À bientôt sur Les Conseils de Papy, pour d'autres histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.